Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Yves Le Drian n'est pas du genre à étaler ses états d'âme. Il fait le boulot, comme on dit. Et pourtant, les bonnes nouvelles ne se bousculent pas. La gauche se divise sur l'assurance chômage, le gouvernement cale sur les cotaxes et Bruxelles nous attend au tournant. Le ministre de la Défense, lui, gère l'urgence, la progression de l'État islamique en Irak et en Syrie et la menace terroriste en France. Claude Veil, éditorialiste politique, interpellera mon invité sur le budget de la Défense, alors que cette semaine, justement, le ministre aura sans doute de mauvaises nouvelles à annoncer aux armées. Posez vos questions à Jean-Yves Le Drian par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux. C'est politique, c'est parti. Guingamp a gagné hier soir en Ligue Europa. Vous lisez le Télégramme à Washington? Je lis le Télégramme et Ouest France tous les matins. Et édition de l'Orient. Puis ça permet de se plonger dans la vie quotidienne territoriale. D'abord, vous voyez, le temps va être beau en Bretagne pendant le week-end, comme d'habitude. Même à 7000 km de chez lui, la Bretagne n'est jamais loin. Les racines de Jean-Yves Le Drian, agrégé d'histoire contemporaine, devenu à 67 ans chef de guerre, attaché comme jamais à son ministère. Je suis très passionné de ce que je fais. J'ai l'impression d'être utile à mon pays. En tout cas, c'est comme ça que je conçois ma mission. Après, c'est le président de la République qui décide ce qu'il convient de faire de moi. Mais je trouve que dans cette mission-là, je me sens bien. Voilà. Jean-Yves Le Drian, l'un des rares ministres en poste depuis le début du quinquennat Hollande, reste une figure méconnue du gouvernement. Je vous dis au revoir. Oui, monsieur le ministre, pardon. Je ne suis pas encore ambassadeur. Mais avec l'actualité internationale chaotique, le ministre Le Drian prend de l'étoffe. À Washington comme à New York, il est reçu par les puissants comme ici Ban Ki-moon, le patron de l'ONU. Le Drian, pièce maîtresse du système Hollande, ami personnel du président, toujours révolté par la mauvaise presse du chef de l'État et de son gouvernement. À force de jouer à ce jeu, on risque de mettre en cause les fondamentaux de la République. Et ça, c'est insupportable. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Non, parce que l'homme a de la résilience, mais je suis en colère par ceux qui font de la redondance systématique sans que ça n'apporte rien ni à la force de notre pays, ni à sa capacité de rebond. En mission, le soldat Le Drian, expert des questions de défense, il bichonne les relations avec les alliés américains qui nous aident au Sahel et que la France soutient en Irak. Ce jour-là, le ministre vient au Pentagone accorder sa stratégie avec le patron de l'armée américaine, Chuck Hagel, un républicain débauché par Obama. Dans cette lutte antiterroriste, il fallait que nous considérions ensemble qu'elle devait s'inscrire dans la durée et que dans la durée, la France y tiendra toute sa place. Merci. Un conflit plus long que prévu et qui s'étend à la Syrie. Mais comment combattre Daesh sans aider Bachar el-Assad, systématiquement condamné par Paris? La question reste posée. Pour les réponses, c'est plus compliqué. Et si les Américains vous demandent une intervention en Syrie? Je vais recommencer. Non, mais si la question n'est pas la même. Si les Américains vous disent pas un des jour... questions qui ne me sont pas posées, monsieur. Donc les Américains ne vous ont pas demandé aujourd'hui? Les Américains ne vous ont pas demandé. Pas des questions qui ne me sont pas posées. Impossible d'en savoir plus. Pas facile non plus de percer la carapace de ce fils d'ouvrier breton, engagé très tôt au Parti socialiste, maire de Lorient pendant 17 ans et ancien député du Morbihan qui fait de la discrétion sa marque de fabrique politique. Le sujet pour moi, c'est pas d'abord d'être connu. Le sujet pour moi, c'est de remplir la mission que m'a donnée le président de la République, c'est-à-dire de faire en sorte que la sécurité extérieure de la France soit assurée. Je ne suis pas seul à le faire. Laurent Fabius y contribue aussi, mais le sujet, c'est pas d'abord d'être connu, c'est d'abord de faire sa mission. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Est-ce que soldat de Hollande, ça vous convient comme formule?
Oui, c'est une formule qui est stimulante, qui montre d'abord la fidélité. Parce que qu'est-ce qu'un soldat? C'est quelqu'un qui est discipliné et qui est fidèle à la nation. Donc je suis fidèle à la nation. Je remplis ce rôle. Je suis aussi fidèle à son président. Et puis, ça veut dire quelqu'un qui n'hésite pas aussi à aller au combat quand c'est nécessaire, parce que c'est sa mission principale. Dans ce portrait qui est signé Fabrice Hauss, on voit que vous êtes là pour faire le boulot, comme je disais en commençant l'émission. Est-ce que ça veut dire que de temps en temps, vous avez malgré tout des états d'âme, mais que vous ne les livrez pas en public? C'est ça la règle que vous êtes fixée? Le fait d'avoir des interrogations sur tel ou tel sujet, heureusement... Sur la politique telle qu'elle est menée, en l'occurrence. Heureusement qu'il y en a, parce que si nous ne sommes pas une armée de béni-oui-oui, pour reprendre cet exemple, mais il y a une discipline, et lorsque le débat est clos, il est clos, chacun a donné son avis, et nous devons agir pour l'intérêt de la France. C'est ce que je fais dans mon poste, qui est aujourd'hui assez actif, comme vous avez pu vous en apercevoir. Et on va en parler largement, parce que vous êtes naturellement en ce moment sur tous les fronts. Est-ce que vous disiez, la règle c'est la discipline. Lorsqu'Emmanuel Macron revient sur un sujet très polémique à gauche, qui est celui de l'assurance chômage, un sujet qui avait été évoqué en début de semaine par Manuel Valls. Je vous rappelle la formule, c'est dans le JDD aujourd'hui. Il ne faut ni tabou ni posture, donc il met sur la table la question de cette réforme. Est-ce qu'il va trop loin ou est-ce qu'il est dans son rôle là? Il constate ce que chacun constate, c'est que le régime d'assurance chômage est en déficit de 4 milliards d'euros et que ce n'est pas une situation satisfaisante. Donc il faut essayer d'y remédier. Il faut y remédier sans tabou ni posture. Je crois que personne au gouvernement n'est contre ce constat. Ah bon, on avait entendu François Hollande. Non, après, le problème, c'est un problème de calendrier, puis aussi une responsabilité des partenaires sociaux qui le co-gèrent. Et donc, il importe que chacun se rende bien compte que cette situation ne peut pas durer. Alors après, il faut inscrire les réformes nécessaires dans la durée. Mais on avait entendu François Hollande aussi cette semaine, disant en gros que ce n'était pas le sujet, qu'il y avait d'autres réformes à mener. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de calendrier. Le calendrier, c'est de la responsabilité du chef de l'État. Même quand ça crée une forme de zizanie à gauche, on a entendu le premier secrétaire cet après-midi qui considère que ce n'est pas du tout le sujet qu'il faut aborder en ce moment. C'est ce que je vous dis, il y a un problème de calendrier. Et ce serait quoi le bon timing alors? Je ne suis pas chargé de ce dossier. J'ai d'autres sujets qui m'encombrent et qui me mobilisent beaucoup plus et qui sont d'actualité immédiate. Mais le rôle du Premier ministre et du chef de l'État, c'est de fixer le calendrier des réformes indispensables. Il faudra poser le problème du déficit de l'assurance chômage. C'est intéressant cette façon de l'assumer très clairement, parce que c'est un tabou, ce sujet-là à gauche. Vous l'assumez? Il y a une réalité que je constate. Chacun le constate, les partenaires sociaux aussi, donc mettons-nous autour de la table pour regarder comment tout cela peut s'harmoniser sans toucher à l'ensemble de l'équilibre que représente l'assurance chômage, qui est un acquis de notre pays, un acquis de la solidarité nationale. Mais en se disant aussi, il y a dans ce pays la question de l'emploi qui est posée et la question des déficits qui est posée. Donc il faut poser le problème. Ce n'est pas au ministre de la Défense qui non, mais vous êtes un membre du gouvernement. Vous avez une règle qui est, on respecte au fond une forme de solidarité gouvernementale. Et pour clore ce chapitre, vous considérez donc que Emmanuel Macron n'a pas fait de faute? Je n'ai pas senti qu'il y avait des ruptures. Et il n'a pas fait une faute en s'exprimant sur ce sujet. Et je ne suis pas chargé de distribuer les pénitences. Bon, c'est tant mieux. 6 mois pour inverser la courbe du doute. C'est une formule à la une du JDD une nouvelle fois. Est-ce qu'on est à un moment où vous considérez que maintenant, là, il faut les faire, les réformes, qu'il y a une nécessité d'accélération parce qu'il reste 2 ans pour réformer le pays? Est-ce que c'est encore possible? C'est la question qu'on se pose, Jean-Yves Le Drian, quand on voit, par exemple, que Ségolène Royal cale sur l'écotaxe, que par rapport aux professions réglementées, on dit oh là là, il faut aller mollo, etc. Je vais vous dire, d'abord, depuis que je suis rentré dans la vie politique, ça fait quand même un certain nombre d'années, j'ai toujours eu 4 convictions. La première, c'est qu'il fallait se battre contre le corporatisme et les corporatismes. La deuxième, c'est qu'il fallait se battre contre la rente et les rentiers. Ce double combat-là est essentiel pour que le pays sorte de ce qui domine. Ça, c'est pour les professions réglementées. Mais c'est pour tout le monde. Il y a des rentiers partout, des corporatistes partout. Et en même temps, il faut se battre, et ça, c'est mon itinéraire de gauche, à la fois pour la justice, ça veut dire pour l'école, ça veut dire pour une fiscalité qui soit totalement juste,
et qui intègre l'ensemble du dispositif pour que chacun contribue à proportion de ses vrais revenus, et pour l'école. École et impôts. Ça, c'est le combat que je mène, mais le combat pour l'égalité, pour la justice, il est aussi permanent que le combat pour l'initiative. D'un côté, la rente et le corporatisme, de l'autre côté, la justice et l'initiative. C'est ça mon combat. Alors aujourd'hui, je me suis tout à fait à l'aise avec les orientations prises par le Premier ministre. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur le moment qu'on est en train... Et donc, je vais revenir sur l'écotaxe, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer sur les réformes. Moi, je trouve que Ségolène Royal a beaucoup de qualités. Elle en a une particulièrement, c'est qu'elle a du bon sens. Et que pour un homme politique, ou pour une femme politique, c'est une qualité première. Elle a constaté que l'écotaxe, c'était une usine à gaz. Partant d'un bon principe, mais depuis 2007, disant il faut que les pollueurs soient les payeurs, il faut qu'on trouve les formes alternatives aux modes de transport qui aujourd'hui consomment beaucoup d'énergie et qui n'ont pas de modèle de sobriété en matière énergétique. Et puis on a fait, avant les élections de 2012, une incompréhensible qui aboutissait à plus d'injustice qu'au départ et qui ne réglait pas le problème de l'alternative en mobilité. Le problème, c'est qu'il va falloir payer les pénalités maintenant. Oui, bien sûr, mais par rapport à ce qu'il aurait fallu payer autrement, c'était parfaitement stupide, je dois le dire, c'est comme ça que je vois les choses. Donc elle a dit, on arrête, parce que c'est le bon sens. Elle a eu raison. Est-ce qu'on peut encore réformer ce pays, Jean-Yves Le Drian? Oui, parce qu'il importe de se battre contre les corporatismes et contre les rentiers, contre la rente et les rentiers. C'est indispensable pour que le pays puisse retrouver sa dynamique et toute la puissance qu'il peut avoir lui-même. Enfin, un cas concret. Tout ce qui existe dans ce pays, qui n'attend qu'à s'exprimer et qu'à créer, il faut le mener. Un cas concret, c'est le dernier épisode de l'après-midi. Le Parti radical de gauche, qui est un des derniers partenaires du Parti socialiste et membre du gouvernement, qui participe à la majorité, pose ses conditions pour rester au gouvernement. Et alors là, il y a toute une liste de choses. La suppression de nombreuses mesures, dont la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu qui avait été proposé par Manuel Valls, les mesures de politique familiale, etc. Et ils disent, sinon on quitte le gouvernement. Bon, écoutez, on va voir. Moi, le Parti radical de gauche est un compagnon de route depuis très longtemps du Parti socialiste. Les députés radicaux de gauche viennent de voter la confiance à Manuel Valls. Ils l'ont voté une première fois le 8 avril. Ils viennent il y a mi-septembre de le refaire. Il y a sans doute un petit peu d'irritation suite aux dernières élections sénatoriales. Le débat va s'ouvrir avec le gouvernement, avec la majorité à l'Assemblée nationale. Je suis convaincu que leurs observations, une partie d'entre elles pourra... Non mais la vérité, il faut choisir la réforme ou la paix dans la majorité. Là, c'est pas la réforme, excusez-moi, c'est un inventaire de revendications propres qui arrive à un moment donné, puisqu'il y a eu les sénatoriales et que demain, il va y avoir la discussion budgétaire et la discussion du projet de loi sur la sécurité sociale. Bon, alors mettons ça à leur place. Nous avons, avec le Parti radical de gauche, une longue histoire qui ne va pas s'arrêter là. Bon. Vous êtes plutôt optimiste sur la fin du feuilleton. C'est pas la même chose que les réformes. Les réformes, il faut de la détermination. Quand le Premier ministre annonce en grande pompe la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, ça parle à tout le monde. Hein. Et puis quand une semaine après, on dit « Ah ben oui, mais on veut la supprimer pour des... » Les réformes, c'est aussi le crédit d'impôt pour la compétitivité. Les réformes, c'est aussi le pacte de solidarité et de compétitivité. Les réformes, c'est aussi la réforme de la formation professionnelle. Les réformes, elles ont déjà été engrangées. D'autres restent à faire. Mais il importe que ce pays... comprennent qu'il faut bouger. Quand on ne bouge pas, quand on ne se réforme pas, alors à ce moment-là, on décline. Par contre, lorsqu'il y a la détermination, on avance. Soldat de Hollande, ça vous colle assez bien. Hein, bon, allez, on revient à vos sujets. C'est une guerre de position qui est en cours à Kobané, en Syrie. Malgré les frappes de la coalition internationale contre l'État islamique, les djihadistes ont pris le QG des forces kurdes. Ils sont désormais à 1 kilomètre tout juste de la frontière turque. 700 civils sont encore dans la ville. L'ONU craint un massacre. Reportage sur place, François-Xavier Rigaud, Joël Lefebvre et Sarah Sisman. Regarde, regarde. Une bombe vient de tomber. Les Américains ont frappé. Ça fait du bien de voir ça. À l'abri, de l'autre côté de la frontière, les Kurdes sont aux premières loges pour observer les combats dans leur ville de Kobané en Syrie. À quelques centaines de mètres, presque sous leurs yeux, les combattants de Daesh s'emparent d'un quartier de la ville. Chaque jour, le drapeau noir gagne du terrain et les frappes américaines n'y changent rien. Les barbus du Daesh sont arrivés il y a 15 jours dans la ville. Ils ont tout volé.
Tous nos biens, nos voitures, les tracteurs, nos récoltes. Il faut que des forces extérieures viennent nous aider pour libérer la ville de ces barbares. Ce ne sont pas des humains, ils égorgent les enfants. La Turquie s'est contentée de mobiliser ses troupes. Des dizaines de chars surplombent la ville. Mais l'armée refuse toute intervention au sol et empêche les Kurdes de Turquie de rejoindre Kobané pour prendre part au combat. Vous voyez tous ces jeunes ici. On veut tous aller se battre à Kobané. Mais l'armée turque ne nous laisse pas passer. Ils nous dispersent à coups de bombes lacrymogènes. Ils nous frappent si on essaie de passer. La Turquie veut que Kobané tombe dans les mains de Daesh. Ils font tout pour les aider. Les djihadistes de Daesh ont envoyé cette vidéo de propagande, tournée selon eux dans les rues de Kobané. Une sorte d'avertissement pour la communauté internationale. La ville serait sur le point de tomber entre leurs mains. Ces derniers jours, plus de 500 combattants kurdes auraient perdu la vie. À quelques kilomètres de là, dans ce petit hôpital, les blessés arrivent par dizaines. La grande majorité des blessés sont des blessés par balle ou par des éclats d'obus et de mortiers. Le plus gros problème pour nous, c'est de sortir les blessés de Kobané parce que l'armée turque bloque la frontière et n'autorise aucune sortie. De nombreux blessés sont morts d'hémorragie parce que nous n'avons pas pu les sortir de Kobané à temps. Amina Zikri, députée irakienne, est venue avec une délégation de parlementaires kurdes irakiens. Objectif, passer la frontière pour rencontrer les combattants de Kobané. On ne sait pas quand va se terminer cette guerre, mais elle sera longue. C'est une guerre qui concerne le monde entier. La coalition internationale doit intensifier ses efforts. Mais quelques kilomètres plus loin, la délégation est stoppée par l'armée turque. Elle semble hésiter à les laisser avancer. Les frappes aériennes ne sont pas suffisantes. Les combattants kurdes syriens doivent être formés et armés. On ne peut pas mener ces combats seulement avec des kalachnikovs. Les terroristes de Daesh ont des armes lourdes et sophistiquées et même des chars. On ne pourra pas gagner cette guerre seulement avec des kalachnikovs. Un appel à l'aide qui concerne aussi l'État français. Les Kurdes comptent sur lui pour fournir des armes et de la formation. Finalement, l'armée turque acceptera de laisser passer le convoi, mais la violence du combat empêchera les députés de rencontrer les combattants kurdes. Alors Jean-Yves Le Drian, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le massacre de la population kurde à Kobané? C'est une situation tragique. Kobané, c'était une ville, troisième ville de Syrie. Il y avait 400 000 habitants, il n'y en a plus que quelques milliers, qui sont des combattants pour une partie d'entre eux, ou qui sont des personnes âgées ou des handicapés qui sont murés dans leur maison depuis le début des combats. Ceux qui sont partis en Turquie. La Turquie a déjà accueilli, il faut le dire, plus d'1 million de réfugiés syriens qui le logent, qui le nourrissent. Il faut le savoir. Et le fait que la Turquie soit rentrée dans la coalition est une bonne chose, je le dis. Je le dis, parce qu'il ne faut pas non plus l'oublier. C'est une bonne chose, mais la Turquie ne bouge pas, on les a vus les chars. Ce combat-là, le combat contre l'État islamique, ou le prétendu État islamique, il n'est pas que là. On va y revenir. Non mais on va bien sûr, on va évoquer l'ensemble de la situation. Ça montre l'ampleur de la situation. Mais là, il y a une urgence. Là, il y a une urgence, et l'urgence peut se remédier par une action de la communauté internationale qui puisse se mettre en œuvre autour de la frontière une zone de sécurité. C'est ce que demandent les Turcs. Et c'est ce que soutiennent les Français. Simplement, il y a urgence à le mettre en œuvre. Il y a mardi prochain une réunion des chefs d'état-major de l'ensemble de la coalition. Cette question sera évoquée. Il importe de prendre des initiatives pour sécuriser cette zone. Est-ce qu'il faut armer les Kurdes ? C'est une forme d'armistice. Nous armons les Kurdes. Davantage ? Les Kurdes ne sont pas uniquement en Syrie. Il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Irak, il y a des Kurdes en Turquie. Nous armons les Kurdes d'Irak. Nous sommes allés avec le président de la République à Erbil il n'y a pas très longtemps pour le signifier. Ils étaient tout à fait satisfaits de notre aide. Il importe que dans l'opération générale qui est engagée, qui mettra du temps, je vais y revenir,
que nous puissions aider à la fois les Irakiens et les Kurdes à faire en sorte qu'ils reprennent la plénitude de leur territoire et que l'on puisse bloquer l'avancée Daesh. Alors justement, est-ce qu'elle va tomber, la ville de Kobané, à votre avis? Pour l'instant, elle n'est pas tombée. Elle est en danger, mais elle n'est pas tombée. Et donc, s'il y avait une initiative à prendre dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, elle serait parfaitement opportune, mais ça réglerait le problème que provisoirement. Ce qu'il faut que l'on comprenne bien, c'est que l'action qui est maintenant engagée contre le prétendu État islamique, c'est une action de longue durée. Parce que l'État islamique, ce n'est pas un groupe terroriste. C'est une véritable armée terroriste. On n'a jamais connu ça. Vous allez rentrer dans le détail. Je voudrais juste, si vous le voulez bien, boucler la boucle sur ce qui est en train de se passer. Oui. On parle de massacre. C'est l'ONU qui parle de massacre, qui s'inquiète pour ces civils qui sont dans cette ville-là. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de duplicité de la part de la Turquie dans cette situation-là? Je ne porterai pas de jugement sur la Turquie. Je dis simplement que, elle est dans la coalition, maintenant. Elle l'a affiché et il y a un vote du Parlement qui date de peu, j'en conviens, mais il a eu lieu. Et deuxièmement, que la Turquie a demandé qu'il y ait une zone de sécurité dans cet espace pour assurer la protection des personnes civiles qui sont dans ces lieux des frontières. Nous soutenons cette initiative. Maintenant, il faut la traduire, parce qu'il faut la gérer. Et on voit bien aussi que les frappes de la coalition qui ont été menées sur Kobané ne règlent pas le problème. Alors, parce que s'il n'y a pas comment se fait-il que présence au sol, ça ne marchera pas. Alors, c'est intéressant, vous êtes en train de dire... Ça veut dire quoi? Vous nous annoncez qu'il faut une présence au sol? Je ne vais rien vous annoncer du tout. En l'occurrence, sur ce point, oui, mais je ne suis pas vraiment là pour ça. Je vais simplement vous dire qu'il faut comprendre que nous avons affaire à une armée terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire, une armée terroriste? Ça veut dire 25 à 30 000 combattants, très bien armés, qui ont bénéficié de l'échec ou de la déroute de l'armée irakienne, qui ont récupéré du matériel américain, qui ont récupéré du matériel russe, soit aux Irakiens, soit aux Syriens, qui savent les faire marcher. Ils ont des tanks, ils ont des véhicules blindés en nombre, ils ont des lance-roquettes, ils ont du matériel. Et ils savent les faire marcher. D'une part, ils sont organisés. D'autre part, ils sont très déterminés, ils sont fanatiques, et ils n'hésitent pas à 30 000 à mettre leur vie en danger pour... avancer et pour gagner. Donc c'est du terrorisme au sens très large du terme. On n'a jamais connu ça. J'écoute ce que vous me dites. On est face à une armée. Jean-Yves Le Drian, pardonnez-moi, j'ai des questions à vous poser. Oui. Vous nous décrivez une armée organisée, équipée, solide. Oui. Quand on est face à une armée comme celle-ci, on fait la guerre, vraiment. Je vais rajouter un point. C'est-à-dire qu'on envoie des troupes au sol? Dans la description, parce que c'est une nouveauté aussi, c'est une armée internationaliste, puisqu'il y a dans cette armée environ 10 000 combattants étrangers. On parle beaucoup des Français, mais il y a aussi des Tunisiens, des Algériens, des Tchétchènes, des Caucasiens, des Indonésiens, des Australiens, bref, une armée internationale qui a pour vocation ensuite de diffuser ce terrorisme-là. Donc il faut riposter, c'est la coalition. Alors, ça suffit? Est-ce que ça suffit? Mais elle ne fait que commencer. Ce n'est pas une guerre éclair. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La coalition, elle vient d'être cristallisée avec les différents partenaires qui ont bien voulu s'y joindre. Le plan d'action, de coordination de la coalition, il va se mettre en œuvre au début de la semaine prochaine, lors de la réunion des chefs d'état-major. Et ensuite, il faudra poursuivre, c'est-à-dire premier temps... plus vite que nous, vous le voyez bien. Mais oui, mais le problème, c'est aussi que les Irakiens et les Kurdes doivent pouvoir être formés pour progressivement reprendre leur territoire. Le premier objectif, et il n'est pas encore atteint, on voit bien avec l'exemple de Kobané, c'était de bloquer la progression de Daesh. C'est en train de se faire, pas encore vraiment. Pas encore vraiment. Et les frappes que nous initions, que la coalition initie, sont destinées à empêcher, à enrayer cette progression. Ça a à peu près marché au niveau de l'Irak, ça marche un peu moins au niveau de Kobané, mais il y a là un nœud conflictuel majeur. Il faut poursuivre l'empêchement de progression. Et ensuite, deuxième étape, mais la première, elle est à son commencement. Deuxième étape, il faut reprendre le territoire qui a été acquis par l'État islamique. Ça suppose un certain nombre de choix dont l'envoi d'hommes sur place. Et les Irakiens et les Kurdes. Uniquement. Il faut, dont le rôle est de reprendre leur territoire. C'est l'armée irakienne, normalement, elle a 1 million de combattants. Oui, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas tenu face il faut les former, c'est ce à quoi nous employons avec les Américains, mais aussi avec les membres de la coalition. Est-ce que la France pourrait mettre davantage de moyens, Jean-Yves Le Drian? La France est dans la coalition.
La coalition, elle est composée de beaucoup de pays. Au niveau occidental, il y a les Belges, les Néerlandais, les Britanniques, les Danois, d'autres, les Australiens et la France. La France participe à la coalition. Elle n'est pas leader de la coalition. Le leader de la coalition, ce sont les États-Unis, même si la France était la première au rendez-vous. Nous avons mobilisé sur place 9 avions Rafale qui contribuent à la fois aux patrouilles de reconnaissance et aux frappes. Mais les frappes, elles doivent être menées avec beaucoup de vigilance, de parcimonie. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas détruire les infrastructures en Irak. Parce que les infrastructures appartiennent à un pays qui entend vivre et on ne va pas non plus faire des frappes qui entraîneraient des dégâts collatéraux importants à l'égard des civils. Donc il faut être très vigilant. Mais le seul fait qu'il y ait aujourd'hui cette coalition, ces frappes qui ont lieu, ces patrouilles qui ont lieu, empêche Daesh, l'État islamique, de progresser et éventuellement de prendre Bagdad. Ce qui serait encore un autre cas de figure majeur. Une fois que ça c'est fini, il faut ensuite reconquérir. On n'en est pas là parce que là c'est... On n'y est pas, ça sera Vous avez dit que ce dans sera quelques mois. Voilà, Oui. de Je ne suis pas très sûr long que terme. les Français aient bien compris cela. Alors là, vous nous avez expliqué la stratégie. Est-ce que le but de guerre, à un moment donné, c'est d'aller chercher al-Baghdadi comme on est allé chercher Ben Laden? Le but de guerre, c'est d'éradiquer l'État islamique et de faire en sorte que l'Irak retrouve une légitimité politique qui doit passer, à notre avis, par une intégration à la fois des Kurdes, à la fois des sunnites, des chiites et des minorités chrétiennes et yazidis. C'est indispensable. Est-ce qu'on peut continuer à avancer sans parler à Bachar el-Assad? On ne peut pas choisir entre un dictateur sanguinaire et du terrorisme assassin. Il n'y a pas le choix. C'est ni l'un ni l'autre. Et la solution pour nous, c'est de renforcer l'aide militaire que nous pouvons apporter à la résistance syrienne, qui est aujourd'hui sans doute encore un peu balbutiante, mais existante sur le terrain, qui aujourd'hui a une situation très, très particulière à Alep, où elle se bat à la fois contre deux fronts, à la fois le front de l'État islamique, mais aussi le front de l'armée syrienne officielle, donc le front de Bachar el-Assad. Les Turcs tiennent d'ailleurs sur ce point le même propos. Il reste totalement infréquentable, Bachar el-Assad? Vous pourriez fréquenter quelqu'un qui a tué 200 000 personnes? C'est une question. Il paraît que les services américains discutent avec les services syriens et qu'ils ont repris langue, comme on dit. Il paraît. Les services français, non? Il paraît. Les services français, non? Bon. Mais c'est pour ça qu'il faut être très clair sur le sujet. On ne discute pas avec un dictateur sanguinaire qui a 200 000 victimes en héritage, si j'ose dire. Ce ne serait pas acceptable. On ne peut pas, sous prétexte de lutter contre l'État islamique, dire je vais discuter avec l'autre bourreau. Vous n'avez pas répondu. Pas entre les bourreaux. C'était très clair. Vous n'avez pas répondu à ma question, en revanche, sur al-Baghdadi. Donc, il s'est éradiquer l'État islamique. Est-ce que ça veut dire qu'il... alors, je ne veux pas appeler... Ça fait partie des objectifs personnelle d'al-Baghdadi. Je dis simplement, il faut enrayer Daesh, l'État islamique, faire en sorte qu'il recule, faire en sorte que les forces irakiennes et kurdes reprennent possession d'un territoire qu'ils ont perdu. Ça suppose aussi, et c'est très important à mon avis, de faire en sorte que les milices sunnites qui sont en Irak, qui n'ont pas été respectées, après, y compris du temps des Américains, mais en particulier après le départ des Américains, puissent revenir dans le jeu et être en pleine cohérence avec la reconstruction de l'État irakien qui s'impose. Alors, une question sur Hervé Gourdel, l'otage français assassiné. Le nom de son bourreau, en tout cas celui qui l'a exécuté, a été livré par les médias algériens. Il s'agirait de Kerza Bachir, un terroriste notoire qui appartient au groupe des soldats du califat. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Je ne commente aucune information de médias extérieurs tant qu'elles n'ont pas été confirmées par les autorités algériennes. Donc c'est ça, c'était ma question. Donc vous ne connaissez pas l'identité. Je ne commente pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les autorités algériennes mènent des actions extrêmement actives pour d'abord identifier ceux qui ont contribué à l'assassinat de notre compatriote, faire en sorte qu'il soit reconnu et faire en sorte aussi que l'on puisse rapatrier le corps. Je n'ai vraiment aucune critique à faire à cet égard. Ils sont très déterminés. Mais ça veut dire que les assassins d'Hervé Gourdel n'ont pas été identifiés ? Je ne fais pas de commentaires, excusez-moi. Mais pourquoi ? Pourquoi je ne fais pas de commentaires ? Parce que tant que les autorités algériennes ne donnent pas d'informations officielles au gouvernement français,
à ma connaissance, elles ne sont pas acceptées. Ni par les autorités. Vous pourriez donc, les avoir. Dans ces affaires-là, je pense que les rumeurs, même si les bruits peuvent être fondés un jour, il faut qu'elles soient vérifiées et affirmées officiellement. Ce n'est pas le cas. On aurait pu le faire ensemble. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Mais non, j'aurais été très heureux de le faire, mais ce n'est pas le cas. Et vous avez bon espoir que les autorités algériennes retrouvent le corps d'Hervé Gourdel? J'ai bon espoir parce que je sens de leur part, nous sommes en relation très étroite avec eux. Le président de la République a appelé le Premier ministre à plusieurs reprises. Ils sont en relation étroite. Je suis moi-même en relation avec le ministre de la Défense. Je pense que l'action menée par les autorités algériennes est extrêmement déterminée, très active, et convaincu qu'on aura des résultats. Vous avez, le 9 septembre, évoqué une intervention en Libye. Non, je n'ai pas évoqué une intervention en Libye. J'ai dit qu'il faudra agir en Libye. D'accord. Entre le fait d'agir et le fait de faire une intervention ça a avancé depuis le 9 obligatoire. Oui. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que nous avons mené, vous le savez, une opération importante au Mali, qui a donné les résultats, puisque la stratégie des djihadistes qui était de transformer cet État en sanctuaire terroriste a échoué, qu'il y a eu des élections, que le pays reprend vie, mais il y a des risques de recrudescence au nord. Et s'il y a des risques de recrudescence au nord, il y a eu des incidents récemment, nous avons mené d'ailleurs des opérations il y a 3 jours extrêmement fortes, c'est parce que ces groupes sont en train de se ressourcer au sud libyen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé des alertes sur ce point. Qui ont été suivis, des faits pour l'instant? Alors, quelle est la situation de la Libye? Vite. Pardonnez-moi, mais le temps passe. Vous savez, une situation un peu incertaine, avec 2 parlements, avec quasiment 2 gouvernements, avec des groupes fondamentalistes qui ont repris à la fois Tripoli et Benghazi. On s'occupe beaucoup du Nord. Mon propos était de dire, attention, on s'occupe du Nord, c'est très bien, il faut qu'on trouve une solution politique d'inclusion au Nord, mais attention au Sud, parce que c'est là que se retrouvent aujourd'hui les groupes terroristes qui sont dans la bande sahélo-saharienne et qui menacent l'intégrité des États au Nord de ces États, que ce soit le Tchad, le Niger ou le Mali. Alors justement, le donc Niger, vigilance. On a vu qu'il y avait un raid français au Niger, sur un convoi d'armement. C'est celui dont je vous parle. Il y a 3 jours, parce qu'il y avait un groupe de terroristes qui était lié à Al-Ghali, qui a été à l'initiative au départ de l'action. Le groupe terroriste que nous avons tapé au nord Niger est un des groupes qui, au moment du début de l'opération du Mali, était le plus agressif et le plus actif. Ça montre bien qu'il y a une permanence dans les circuits, et ces circuits-là, en particulier celui-là, allait s'approvisionner au sud libyen, où il y a des camps, on voit bien cette du carte. Mali, et justement, Niger, Jean-Yves Le Drian, ils reviennent par le nord du Mali, c'est le Premier ministre du Mali qui dit attention, ils reviennent, il y a eu 30 casques bleus qui ont été tués. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Nous avons bien conscience de cela. Nous avons d'ailleurs renforcé notre propre dispositif au Nord Mali et les actions que nous avons menées avec beaucoup de succès. Le professionnalisme de nos forces est tout à fait remarquable. Il y a 3 jours, contre ce convoi lié à Al-Ghali, a permis d'empêcher, je pense, d'autres attentats. Je sais que vous gardez toujours un œil, malgré tout, malgré cette actualité, sur ce qui se passe en Bretagne et sur la question de la réforme territoriale. Et la réforme territoriale, les économies budgétaires demandées aux collectivités locales, les sujets de grogne ne manquent pas dans les territoires. En fin de semaine d'ailleurs, le congrès de l'Association des régions de France s'est réuni à Toulouse. Il y avait d'ailleurs une très belle délégation bretonne, Maxime Vauthier et Guillaume Biarrot. Qui dit congrès sur la réforme territoriale, dit délégation bretonne. Oh, on est presque une vingtaine, ouais, avec les membres de l'UDB. L'Union démocratique bretonne. C'est par là-bas, je crois. Ouais, on vient de le dire. Aux côtés de Pierrick Massiot, président de la région, c'est toute la Bretagne qui entend imposer ses idées, appuyée par ses fidèles porte-drapeaux du gouvernement. Nous sommes en lien étroit avec nos ministres bretons et s'agissant des sujets qui peuvent éventuellement être perçus par eux comme importants pour l'État, pour la nation, importants pour les ministres qu'ils sont et aussi importants pour la région dont ils sont originaires, effectivement, ils peuvent nous donner un coup de main, oui. Jean-Yves Le Drian, Stéphane Le Foll. Que de bisous, que de bisous. Ou encore Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation. La Bretagne a des alliés pour faire valoir son histoire et peser
sur la réforme territoriale. Je pense qu'il n'existe personne qui n'embarque pas son histoire, y compris l'écriture d'une loi. Donc moi je suis plutôt favorisée d'avoir vécu en Bretagne et d'avoir été conseiller régional en Bretagne. Et de l'être encore, ce qui est une fierté. Fiers de leur région, les élus bretons ont réussi à faire avorter la fusion avec les Pays de la Loire et entendent aujourd'hui dessiner la Bretagne réunifiée, avec en son sein le prospère département de la Loire-Atlantique. Le gouvernement a décidé pour l'instant de ne pas donner au département la possibilité de changer de région d'appartenance. Nous sommes toujours, nous, en attente éventuellement d'une telle opportunité. Imaginer la Loire-Atlantique rejoindre son voisin breton donne la migraine au président des Pays de la Loire. Il dénonce l'appui des Bretons du gouvernement qui s'accrochent à leur histoire, une démarche qu'il juge irrationnelle. Ce que je conteste, n'est-ce pas, en tout cas sur lequel je m'interroge, c'est comment on peut se servir de cet irrationnel pour pouvoir légitimer, entre guillemets, ou organiser des positions politiques, et notamment l'organisation administrative et politique du territoire national. Prochaine bataille pour les Bretons, l'assouplissement de la loi à l'Assemblée nationale. Merci. Et comme souvent, la Bretagne comptera sur des alliés de poids. À l'image du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, un élu du Finistère. Jean-Yves Le Drian, le débat est clos, la Bretagne restera seule. Le débat le plus important, c'est bien la place des régions dans l'avenir. Et le fait que les régions de France aient des compétences bien identifiées, les moyens de les assumer, qu'il y ait des cohérences territoriales qui soient faites, que ça puisse créer les dynamismes nécessaires. La France était en retard dans ce domaine-là et le gouvernement a décidé de faire une réforme territoriale permettant aux régions... Seule. Mais attendez, j'y viens. Mais le sujet le plus important concernant les régions, c'est bien celui-là. Oui. Celui que personne n'avait jusqu'à présent osé aborder. Et aujourd'hui, il est sur la table. C'est la loi de la réforme territoriale versus 2 qui va être discutée au Sénat. Et au moins, on aura des régions vivifiées, capables d'assurer les cohérences de l'action économique, de l'action territoriale, de l'aménagement du territoire, de la formation. Sur la question de la dimension de la région Bretagne, le sujet qui est venu en discussion au Parlement, c'était la question des fusions. Est-ce qu'il fallait fusionner les Pays de la Loire et la Bretagne ? On estimait que la Bretagne avait une existence historique depuis Nominoé, et ça date du 9e siècle, une population suffisamment identifiée, une volonté d'ouverture, une volonté de cohérence. Juste, est-ce que la Bretagne restera seule, la loi, d'autres, enfin pourquoi seul, on se sent bien, hein. Oui, ça j'avais bien compris. C'est quoi la solitude? Quand je vais partout dans le monde, je rencontre des Bretons partout, ils se sentent pas seuls. Les Bretons sont partout. Est-ce que vous serez candidat au régional? On verra en temps utile. On y est là, c'est bientôt. C'est à la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, je suis ministre de la Défense. Figurez-vous que j'ai pas mal de sujets d'occupation, des enjeux lourds, des défis majeurs pour notre propre sécurité. Je les assume, j'espère le mieux possible. Bon, allez, il paraît qu'il faut que vous fassiez vous aussi des économies. Et Claude Veil vous interpelle sur le budget de la Défense. Claude. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour Caroline. Napoléon disait, pour faire la guerre, il faut 3 choses. De l'argent, de l'argent et de l'argent. Or, la France fait la guerre. Elle fait même plusieurs guerres, puisqu'elle est engagée sur tous les fronts de notre monde dangereux. Du Mali au Centrafrique, en Irak, et même entre l'Ukraine et la Russie, où nous avons une présence aérienne. Or, lorsqu'on regarde des chiffres, ils sont un peu inquiétants, puisqu'on constate que notre effort de défense, qu'il est convenu d'appeler l'effort de défense, c'est-à-dire en gros la part de notre PIB que nous consacrons aux armées, ne cesse de décroître. Et de façon assez vertigineuse, puisqu'en 30 ans, en gros, il a été diminué de moitié, pour tomber aujourd'hui à 34 milliards et quelques, c'est-à-dire moins de 1,5% de notre PIB. Donc la question est toute simple, c'est est-ce que nous avons les moyens de notre politique militaire, est-ce que nous avons les moyens d'assumer cette ambition que nous nous sommes donnée, d'être un des pays qui compte dans le maintien de l'ordre et le rétablissement de la paix dans le monde? Le budget de la défense de notre pays, à la demande du président de la République, a été sanctuarisé. C'est-à-dire que le budget de 2014, comme le budget de 2015, est le même que le budget de 2013, qui était le même que le budget de 2012. Sanctuarisé, ça veut dire un chiffre, 31,4 milliards, qui est gelé parce qu'il y a eu une loi de programmation qui a défini les missions de notre défense
et parce que les dangers sont ceux que vous connaissez, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a un bloc de contribution des Français à leur efforts de défense qui ne suit pas d'autres pentes plus réductrices du budget de l'État. C'est sanctuarisé. Il est stabilisé. Il est stabilisé. Et le président de la République et les missions, elles augmentent. L'a dit à plusieurs reprises. Les missions, elles sont celles qui sont inscrites dans la loi de programmation militaire. Quand, dans la loi de programmation militaire, j'avais personnellement insisté sur le fait qu'on maintienne à Abu Dhabi des forces prépositionnées pour être en situation de réagir le cas échéant. Le cas échéant est arrivé. Donc c'est bien conforme à ce que nous avions prévu. Lorsque, dans cette même loi de programmation militaire, nous insistons sur le fait qu'il y a à la fois les menaces de la force, mais aussi les risques de la faiblesse. C'était la thématique que j'avais développée. Les risques de la faiblesse, on les constate. Au Mali, on les constate en République centrafricaine, où des États qui ne sont pas constitués sont poreux à l'égard d'interventions de terroristes. 4, ça suffit. Ça nous permet de mener nos actions. Par contre... Mais il y a tout de même des sacrifices, même si en volume, les crédits sont sanctuarisés, il y a quand même des sacrifices. Concrètement, l'an prochain, vous avez prévu de supprimer 7500 emplois militaires. Il faut parler de où est-ce que vous allez couper? Il faut parler de deux choses en même temps. Une loi de programmation militaire, il faut qu'elle s'adapte néanmoins aux menaces nouvelles. Et donc, lorsque j'étais amené à la construire, il a fallu que je tienne compte de nouvelles nécessités. Par exemple, d'avoir davantage de capacités de renseignement. Je pense aux drones qui n'existaient pas, les drones d'observation que nous avons. Donc on est obligé de couper dans les effectifs. Il n'y a pas que cela. Il faut aussi renforcer les forces spéciales. Il faut aussi se doter de moyens aériens, de ravitaillement en vol que nous n'avions pas suffisamment. Je ne fais pas la cyberdéfense, qui est l'enjeu de demain. Donc ce n'est pas, Monsieur Veil, ce n'est pas uniquement en nombre d'effectifs pour répondre à Napoléon. Indirectement, avec modestie, que se joue la capacité d'une armée. On parlait tout à l'heure de l'armée irakienne, 1 million de... Ouais. Bon, ce n'est pas en chiffres, c'est en capacité d'intervention. C'est-à-dire la bonne articulation entre des forces qui sont entraînées, et qui soient équipées, et les objectifs qu'on leur donne. Pardon, j'étais très frappé. Je vais vous donner un exemple. La question de Claude Veil est concrète. Où est-ce qu'on supprime les postes? Vous savez combien il y a de membres du ministère de la Défense aujourd'hui, plus de 270 000. Dont 202 000 militaires seulement. Oui, mais les 7 500, c'est partout. C'est partout. Ben, alors, soyons modérés dans la réflexion. Il faut que nous puissions aboutir à une réduction qui est difficile, toujours, en faisant en sorte que nos capacités opérationnelles ne soient touchées le moins possible. C'est ce à quoi je m'emploie. Parce que sur les 7500 réductions de postes, sans aucun licenciement, je le précise pour les téléspectateurs, nous puissions uniquement avoir un tiers seulement de l'effectif qui soit concerné par les unités opérationnelles. Le reste, bah, c'est des structures, des soutiens qu'il faut gérer. On ferme des casernes ? Très peu. On en ferme quand même alors ? Très peu. Puisque je vous dis, un tiers seulement d'unités opérationnelles, les 2 tiers, c'est les services, les soutiens, les organismes de santé. Donc c'est une meilleure efficacité qu'on recherche. Alors ça ne pourra pas aller beaucoup plus loin. On est au taquet sur les effectifs, on est au taquet. Je pense qu'on est arrivé globalement à un équilibre. J'ai dit à plusieurs reprises, et je le redis ici, que la loi de programmation militaire, c'était une loi d'équilibre, au sens où elle nous permet de mener les actions nécessaires, et on le fait. Partout, aujourd'hui sur 3 théâtres différents, on pourrait même dire 4 si on intègre le Liban, on pourrait dire 5 si l'Ukraine, on y est relativement peu présent, capable de l'équilibre, c'est-à-dire permettre à cette loi pour que nos armées mènent cette mission, les missions qui lui sont ordonnées par le président de la République dans le cadre de la loi de programmation militaire, mais équilibre aussi, parce que si on enlève une pièce, c'est l'ensemble qui tombe par terre. Donc j'ai bien noté que sur les personnels, on est au taquet, on n'ira pas plus loin. En ce qui concerne les crédits, il y a quand même un petit tour de passe-passe dans votre budget pour 2015, parce que vous dites on est à 31,4 pour 31,4, donc on n'a pas bougé. Mais en réalité, les crédits budgétaires ont baissé de 500 millions, qui sont compensés par une hausse de ce qu'on appelle les recettes exceptionnelles. Les recettes exceptionnelles, si j'ai bien compris, il s'agissait principalement, alors là on entre un peu dans la technique, de la mise aux enchères de fréquences, les fameuses 700 MHz. Or, apparemment, cette mise aux enchères ne va pas pouvoir être menée dans les délais prévus. Donc, où est-ce qu'on trouve les 2,3 milliards
qu'on attendait de cette vente et qui risque d'être augmenté même parce qu'il va falloir, on n'a pas seulement des recettes exceptionnelles, on a aussi des dépenses exceptionnelles. Il va falloir dédommager la Russie probablement pour la non-livraison des avions des Mistral. Deux sujets totalement différents. Hein. Mais je vais y répondre aux deux. Bien évidemment. Sur les ressources exceptionnelles, c'est 2,3 milliards sur les 31,4 milliards. C'est-à-dire des ressources non budgétaires, pour que tout le monde comprenne bien. L'année dernière, depuis 2012, nous avons eu les ressources exceptionnelles. Elles ont été au rendez-vous par différents moyens. On a vendu des terrains, les ressources immobilières, etc. Là, en 2015, il était prévu que ce soit les ressources de la mise aux enchères des 700 MHz qui devaient arriver. Nous avons le sentiment qu'elles ne seront pas là en 2015, mais qu'elles seront là en 2016, vraisemblablement. Et donc, il faut parer à la difficulté. Mais la loi prévoit que si ce n'est pas l'une ou l'autre des recettes que je vous ai indiquées, ce serait les cessions d'actifs de l'État qui pourraient servir à combler cette impasse. Et donc, les cessions d'actifs de l'État ne peuvent être transmises ou transférées que si elles permettent d'être en capital d'investissement. Et donc, nous allons mettre en place un dispositif qu'on appelle de l'innovation financière, permettant de faire du différé de propriété jusqu'à ce que les ressources des 700 MHz soient au rendez-vous. C'est un dispositif. Donc on fait des reports de crédit, en fait. Non, on acquiert, des équipements par les cessions d'actifs et on fait du leasing, on loue. D'une certaine manière, c'est un différé de propriété d'1 an ou 2 ans. Mais ça permet complètement à la loi de programmation militaire de rester. Dans votre budget, il y a encore un chiffre qui rend rêveur. Il y a un chiffre qui rend rêveur, c'est celui des 450 millions consacrés aux opérations extérieures. Oui. Ce chiffre, vous le savez bien, on a provisionné 450 millions, comme l'an dernier d'ailleurs, est très inférieur aux besoins. Naturellement, les opérations extérieures telles que vous les avez décrites tout à l'heure, et qui vont durer, vous avez insisté sur ce point, le coût va être probablement de l'ordre du triple. Donc, où est la différence? Qui va payer la différence? Comment est-ce qu'on va financer ces OPEX dans laquelle la France est tellement engagée? La loi le précise, c'est-à-dire lorsqu'il y a des opérations extérieures qui dépassent le montant inscrit dans l'exercice budgétaire correspondant, il y a une mutualisation en fin d'exercice sur le budget de l'État. Ça veut dire que ce sont les autres ministères qui payent? C'est le budget global de l'État. Donc vous vous engagez à ne pas siphonner les crédits d'équipement? Autrement, la loi de programmation serait dans des équilibres, puisque je parlais d'équilibre tout à l'heure. Mais ça s'est passé comme ça l'année dernière et l'année avant, c'est pas une nouveauté. D'accord. Merci Claude Veil. Juste un mot sur le Val-de-Grâce. Ça ferme ou ça ferme pas le Val-de-Grâce? L'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Je ne peux pas dire qu'un mot sur le Val-de-Grâce. Il faut expliquer les choses. Le Val-de-Grâce, il n'y a pas eu de travaux majeurs depuis 1979. Pour le mettre aux normes acceptables, pour éviter la fermeture de sécurité, il faudrait faire des centaines de millions d'euros de travaux. Pour une efficacité militaire qui n'est pas avérée, puisque l'essentiel de l'activité liée directement aux opérations militaires se passe à l'hôpital Bégin ou à l'hôpital Percy. Et pour une utilité civile pas avérée non plus, puisque dans ce quartier de Paris, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a une offre de soins largement suffisante. Donc la question se pose tout simplement. Mais vous y êtes plutôt favorable. Est-ce qu'il faut faire plusieurs centaines de millions d'euros de travaux pour cet équipement, alors que le besoin n'est pas totalement avéré, sous réserve en plus Dans la réponse, j'entends que ça va fermer. J'ai pas fini sur le Mistral, j'en parlais tout à l'heure. Sous réserve que, je le précise, que le Val-de-Grâce reste un lieu de défense, et nous avons l'intention d'y implanter le lieu de formation et de recherche du service de santé des armées, qui est un lieu extrêmement important et qui pourra bien trouver sa place là. Le problème n'est pas réglé, je vous donne mon avis personnel. Et qui compte? L'avis du ministre de la Défense, oui, sur le Val-de-Grâce, on peut dire que ça pèse, ça peut peser. Plus que le nôtre. Ça peut peser. Vous vouliez répondre sur les Mistral très vite? Oui, parce que les Mistral, la question n'est pas réglée. Il n'y a aujourd'hui ni suspension ni rupture du contrat. Il y a simplement une déclaration du président de la République au début du mois de septembre, lorsque les forces russes approchaient de Marioupol, au sud de l'Ukraine, où il a dit « Attention, si les conditions politiques d'aujourd'hui se retrouvaient au moment de la livraison, je ne donnerai pas l'autorisation. » Et donc il y a un problème d'appréciation de la situation en Ukraine à poser au moment de la livraison. La livraison, c'est mi-novembre. Merci beaucoup Claude Veil. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. Ebola.
l'épidémie est en Europe. Le président François Hollande avait annoncé un hôpital militaire en Guinée. C'était le 18 septembre dernier. Il en est où cet hôpital? Est-ce qu'il a vu le jour? Il va y avoir un centre de traitement de l'Ebola, Massanta, dans la Guinée forestière, qui se met en place, là, la mise en œuvre est en cours, avec un partenariat, ministère de la Santé, Croix-Rouge, ministère de la Défense, et qui va être opérationnel dans peu de temps. Dans peu de temps, dans combien de temps? Il y a eu urgence, hein, c'est vrai que c'était le 18 septembre. Dans une quinzaine de jours, je m'en suis entretenu avec le président de la Guinée il y a peu de temps, il se met en place. Ça sera le 3e centre en Guinée-Conakry qui se mettra en place sur cette maladie, cette épidémie qui est effectivement à grand risque et qu'il faut contenir dans les pays qui aujourd'hui en sont les principales victimes en essayant de soigner et d'accoutumer la population à la nécessité de se soigner dans ces centres de Deux députés que vous connaissez bien sans doute, Alain Marceau, Thierry Mariani. On sait qu'il y a 350 djihadistes français qui seraient combattants en Syrie. Alors eux, ils sont pour qu'on arrête de verser des allocations aux Français qui sont partis faire le djihad. Est-ce que vous êtes favorable avec cette proposition de loi qu'ils veulent défendre? Je n'ai pas regardé ça. Le seul problème que je me pose, c'est de les empêcher de sortir et de faire en sorte que... Ben si. Et nous avons, heureusement, grâce à la loi antiterroriste qui a été votée par l'Assemblée, qui va être soumise à l'unanimité, qui va être soumise au Sénat dans quelques jours maintenant, on aura un appareil, une capacité d'intervention pénale qui sera beaucoup plus forte. On peut les empêcher de sortir pour ceux qu'on identifie. Et on peut les empêcher de rentrer? Et pour les rentrer, on les suit. Mais on les suit beaucoup, là. En ce moment même, Bernard Cazeneuve fait à cet égard un travail remarquable. Les prix Nobel. Allez, un peu de sourire. Prix Nobel de la paix, Malala. C'est formidable. Jeune femme de 17 ans. Et un prix Nobel français. Un écrivain français, Modiano. Je sais que je vous demande un exercice difficile, mais laquelle de ces annonces vous a le plus touché? Ah ben celle de Malala, même si Modiano c'est un grand écrivain et qu'il a fait l'objet d'une grande considération en France. Malala, c'est vraiment une icône qui a su porter très fort la voix des femmes, des jeunes filles, des enfants, des jeunes contre le terrorisme, qui a subi elle-même l'action des talibans dans sa chair et qui a une parole très forte qui a été reconnue au niveau international. C'est formidable. Alors les questions des téléspectateurs qui vous ont écouté attentivement, Jean-Yves Le Drian. Une décision de la justice européenne demande à la France d'autoriser ses militaires à adhérer à un syndicat. Est-ce envisagé? C'est pas exactement comme cela. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la France, sur plainte d'une association française, de respecter le droit d'association des militaires, c'est-à-dire l'article 11 de la Convention des droits de l'homme au niveau européen. Mais dans le même article 11, il est inscrit que, en ce qui concerne les militaires, il y a des restrictions. Donc, il y a cet arrêt de la Cour européenne, dont on prend acte, et puis il y a aussi, dans le même article, il faut identifier les restrictions. Les restrictions, c'est quoi? C'est la neutralité de l'armée, c'est le statut des militaires, c'est la capacité opérationnelle. Donc, il faut regarder ça de près, et ce n'est donc pas le droit syndical au sens strict du terme dont il est question, comme le dit notre auditeur, mais nous allons regarder avec un groupe de haut niveau que j'ai mis en place comment on peut à la fois respecter cet arrêt de la Cour européenne. Ça vous enthousiasme pas plus que ça, hein, de voir arriver les syndicats dans l'armée. C'est pas à l'ordre du jour. Hein, voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Poutine n'a-t-il pas toujours eu un temps d'avance dans la guerre en Ukraine? Je ne sais pas comment il faut comprendre cette question. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui fait le calendrier. Si le temps d'avance, c'est l'annexion de territoire, c'est un temps d'avance qui est très condamnable. Cette même condamnation vaut pour des tentatives éventuelles sur la région du Donbass, comme il peut en avoir les tentations aujourd'hui. Heureusement, depuis le sommet de Newport au Pays de Galles au début du mois de septembre, il y a eu les accords qui ont été passés. Il y a ensuite des accords de Minsk le 5 septembre, puis confortés par un processus non seulement de cessez-le-feu, mais de zone tampon à partir du 19 septembre sur l'ensemble du secteur. Il importe que et Poutine et chacun des acteurs préservent le cessez-le-feu et qu'on rentre dans un processus de règlement politique pour éviter la négation du droit, puisque l'occupation de l'Ukraine, c'est la négation du droit. Pourquoi ne pas rétablir le service militaire ?
trouve que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nos armées ne sont pas, aujourd'hui, nos armées professionnelles ne sont pas opératoires. Les événements montrent la qualité et le professionnalisme de nos soldats. Ça voudrait dire faire en sorte de renforcer le lien armée-nation. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de la période où il y avait le service militaire, le lien armée-nation était toujours très fort. Je constate par ailleurs que jamais dans notre pays, l'image de nos armées n'a été aussi forte, alors que l'armée est professionnelle. Donc, si la question qui est posée par l'auditeur, c'est... C'était pas important à un moment donné, ce service militaire pour se sentir français, cette appartenance au pacte républicain, etc. Ça a été à un moment donné tout à fait essentiel. On n'a pas les moyens, on va dire les choses vraiment. Ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, je constate que l'adhésion des Françaises et des Français à nos armées n'a jamais été aussi forte et il n'y a plus de service militaire. Pourquoi laisse-t-on Daesh l'emporter à Kobané alors que la France et les États-Unis disposent de drones et de missiles ultra performants? Je l'ai indiqué tout à l'heure, l'hypothèse d'une zone de sécurité me paraît une hypothèse à soutenir. On ne peut pas faire plus militairement à Kobané? Je ne pense pas qu'on pourrait déclencher un conflit d'une toute autre ampleur là en ce moment. La bonne réponse, c'est la zone de sécurité. La parole du président Hollande porte-t-elle encore au sein du gouvernement? N'est-ce pas la question posée par les déclarations d'Emmanuel Macron? Je crois avoir répondu. Il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Emmanuel Macron et ce que dit le président au dernier François Hollande enterrait totalement le sujet en début de semaine et en fin de semaine dans le journal du dimanche. Emmanuel Macron y revient. J'ai dit de manière très sereine que la question de l'équilibre financier de l'assurance chômage se posait et qu'il fallait que les acteurs prennent ça en considération. Je n'ai rien à rajouter. L'intervention française met-elle la France en danger sur notre propre sol? Sommes-nous une cible? Et ça fait longtemps que nous sommes une cible. Plus aujourd'hui? Depuis 2006, Al-Qaïda, et en particulier Al-Qaïda au Maghreb islamique, ensuite a déclaré que la France était l'objectif principal. Et depuis cette date, quels que soient les gouvernements, nous développons sur notre territoire des mesures de sécurité indispensables. Le plan Vigipirate, par exemple. On a le sentiment, que la menace elle est encore plus présente aujourd'hui. Oui, elle est sans doute plus perçue par les Françaises et les Français. Mais pour nous, c'est la pérennité d'une menace qu'il faut apprécier en permanence, à sa juste valeur. Il faut à la fois deux comportements. À la fois la vigilance extrême, je crois que nous l'avons, et en même temps le sang-froid. Parce que ce que cherchent ces groupes terroristes, et l'armée terroriste en plus, c'est de créer la panique, créer la peur. Les Français, il ne faut pas qu'ils se laissent aller à la panique, à la psychose. Ce qui est compliqué, c'est ces ennemis de l'intérieur. C'est ça qui inquiète sans doute. J'ai indiqué tout à l'heure comment on essayait d'y remédier aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 350 combattants français dans les groupes de l'État islamique. Il y a eu 37 morts. Combien sont revenus et combien sont aujourd'hui en France sur le territoire français? Ils sont tous suivis. Et certains sont en garde à vue et d'autres mis en examen. Allez, la France serait le seul pays à négocier avec les terroristes. Est-ce vrai? Je pense dans les négociations dans les négociations pour la libération des otages notamment. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air dans un instant. Votre magazine, on n'est pas que des cobayes. Bonne soirée sur France 5.